Notre éducation nous a appris énormément de choses et c'est très très bien comme cela, mais avouons-le, certaines choses que nous avons apprises dans notre éducation, on s'en serait bien passé. Et une des choses dont je me serais bien passé personnellement, c'est le fait que mes éducateurs, que ce soit mes parents, mes enseignants, les différents adultes qui ont interagi avec moi lorsque j'étais petit, eh bien, tous ces gens-là m'ont appris, d'une manière ou d'une autre, de façon explicite ou implicite, ils m'ont appris à réprimer mes émotions. Ils m'ont appris à repousser mes émotions. Ils m'ont appris à refouler mes émotions. Ils m'ont appris à les contenir, à les garder à l'intérieur de moi. Et dans une autre vidéo, je vous avais déjà interpellé sur le fait que l'étymologie du mot émotion, c'est ex movere en latin, qui veut dire bouger hors de. C'est-à-dire qu'une émotion, c'est fait pour s'exprimer. Et tout ce que nous avons appris dans notre éducation, c'est à imprimer nos émotions. Et ça peut avoir quand même toute une série de conséquences préjudiciables. Bon, d'abord, la première conséquence, si je fais de nouveau allusion à l'autre vidéo que j'ai déjà enregistrée pour cette chaîne YouTube, c'est que nous nous privons d'indicateurs. Nous nous privons de ces fameux voyants lumineux sur notre tableau de bord et nous nous privons de la possibilité de connaître l'état de satisfaction ou d'insatisfaction, donc l'état de frustration de nos besoins, si nous ne sommes plus en contact avec nos émotions, puisque nos émotions apparaissent chaque fois que certains de nos besoins relationnels, psychologiques ou sociaux sont soit satisfaits, à ce moment-là, ce sont des émotions agréables que nous allons ressentir, soit nos besoins ne sont pas satisfaits, ils sont frustrés, ils sont en déséquilibre, dans ce sens-là, et à ce moment-là, nous allons ressentir plutôt des émotions désagréables. Et vous remarquez au passage que je ne prononce toujours pas le mot émotion positive et émotion négative, mais c'est plutôt des émotions agréables et désagréables, dans le sens où, pour moi, toutes les émotions ont leur utilité, justement en tant qu'avertisseur, en tant que alerte pour nous dire « Hey, fais quelque chose parce que tu es en train de basculer dans un déséquilibre au niveau de tes besoins. » Bien, aujourd'hui, j'aimerais regarder un autre aspect problématique de ce que nous a transmis notre éducation. Et cet aspect problématique, c'est quelque chose, je dirais, qui est strictement physique. Vous savez probablement que je suis physicien à l'origine, j'ai fait des études de physique quantique à l'université de Namur. C'était il y a très très longtemps, mais j'ai gardé quand même certains réflexes et certaines vues de la réalité, y compris la réalité humaine, avec un filtre qui est le filtre du physicien. Et quand on me dit que je réprime mes émotions, quand je réprime donc une énergie qui ne demande qu'une chose, qui ne demande qu'à s'exprimer, eh bien, c'est évident que je pense tout de suite à deux lois de la physique. La première loi de la physique, c'est la loi d'action et réaction. C'est-à-dire que plus vous poussez sur quelque chose, eh bien, plus ce quelque chose va s'amplifier et donc vous allez finalement amplifier ce à quoi vous résistez. Je vais y revenir tout de suite. L'autre loi de la physique à laquelle je pense spontanément lorsque je pense à cette apprentissage que j'ai reçu de mon éducation, c'est la loi des gaz parfaits. Alors, c'est quoi cette loi des gaz parfaits pour ceux qui n'ont pas de connaissances en physique? Et je vous comprends, parce qu'on a beaucoup été, beaucoup d'entre vous probablement, vous avez été fâchés avec les sciences, parce que les professeurs de sciences ne sont pas nécessairement les meilleurs pédagogues du monde. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Alors, la loi des gaz parfaits dit ceci tout simplement, c'est qu'un gaz, lorsqu'on élève sa température, eh bien, la pression va augmenter également. Eh bien, c'est ce qui se passe lorsque vous contenez vos émotions à l'intérieur de vous. Et d'ailleurs, il y a une expression populaire qui dit « ça bouillait à l'intérieur de moi ». Ça bout à l'intérieur de moi, je vais exploser, etc. Effectivement, je dirais que ça, c'est la première conséquence que vous subissez, la première conséquence préjudiciable que vous subissez lorsque vous n'exprimez pas vos émotions, c'est que vous créez au niveau de votre corps le phénomène de la cocotte minute. Alors, la cocotte minute, ça c'est
comme ça que les Français habituellement appellent cet ustensile de cuisine qui se trouve représenté derrière moi. En Belgique, on appelle plutôt cela une casserole à pression, et je trouve que le terme est assez imagé, puisque effectivement on augmente la pression de vapeur à l'intérieur de cet ustensile de cuisine finalement au fur et à mesure qu'on met de la chaleur en dessous de cette casserole à pression, hein, et on rejoint donc la loi des gaz parfaits, hein, plus la température monte dans la casserole à pression, eh bien plus la pression augmente. Bien. En Suisse, je crois qu'ils appellent ça un presto, et je crois qu'au Québec, ils appellent ça un autocuiseur, à moins que ce soit le contraire. Mais enfin, bref, lorsque je fais des vidéos, j'essaye toujours de penser à être quadrilingue francophone pour m'adresser aussi bien aux Belges, aux Français, aux Suisses et aux Québécois. Bien, les Africains, je ne sais pas comment vous les appelez, donc désolé, vous me le mettrez sous la vidéo si vous voulez. Bon, enfin bref, vous comprenez bien le phénomène. C'est que vous allez donc créer une surpression à l'intérieur de votre corps. Et c'est ça qui est intéressant de vous rappeler. Et dans ma pratique de formateur, où j'ai accompagné des dizaines de milliers de personnes, je peux vous dire que les gens qui n'ont pas de facilité ou qui s'interdisent d'exprimer leurs émotions, eh bien, beaucoup d'entre eux font finalement de la surtension ou de l'hypertension artérielle. Et c'est vraiment intéressant parce que on croit toujours que l'hypertension artérielle, c'est quelque chose qui est génétique, c'est quelque chose qui nous vient de nos parents, etc., etc. Alors oui, effectivement, ça nous vient de nos parents, mais pas pour des raisons génétiques, ça nous vient de nos parents pour des raisons épigénétiques, ça nous vient de nos parents parce qu'ils nous ont transmis une façon d'agir ou de réagir vis-à-vis de nos émotions. Et donc, si de génération en génération, votre grand-mère, votre mère et vous-même, vous avez appris à réprimer vos émotions, eh bien, peut-être ne vous étonnez pas que et votre grand-mère, et votre mère, et vous faites de l'hypertension artérielle. Ça n'a rien d'une fatalité. C'est ça qui est extraordinaire. Et je peux vous assurer que lorsque j'ai appris à des personnes, dans le cadre de mes séminaires, à exprimer leurs émotions, c'est-à-dire faire le contraire d'imprimer, eh bien, comme par hasard, dans les semaines qui suivaient, leurs symptômes d'hypertension artérielle disparaissaient. Un autre symptôme toujours lié à cette surpression artérielle, eh bien, c'est que vous remarquerez peut-être que vous avez toujours les extrémités froides, donc les mains froides, les pieds froids. Et ça aussi, c'est un indice que vous êtes en surpression sur le plan des émotions. Donc ça, c'est la première, je dirais, c'est la première conséquence préjudiciable du fait de ne pas exprimer vos émotions, c'est de monter la pression à l'intérieur de vous. Bien. Deuxième conséquence préjudiciable, c'est l'augmentation de fatigue et l'augmentation de vos besoins de sommeil. Alors ça, c'est vraiment très intéressant aussi, parce que je reviens à la première loi de la physique que je vous avais citée il y a quelques instants, quand vous poussez en permanence contre les émotions qui veulent s'exprimer, parce que les émotions, elles font leur boulot. Ben oui, les émotions, elles sont là pour vous avertir chaque fois que vous êtes en déséquilibre. Donc, quand vous les empêchez de faire leur boulot, elles vont insister pour quand même vous avertir. Vous voyez, elles sont là pour ça. Bien. Mais réfléchissez un peu en termes énergétiques, parce que qui dépense de l'énergie pour lutter contre ces émotions? C'est vous, évidemment, hein, puisque c'est vous qui dépensez l'énergie pour lutter contre elles. Mais qui fournit l'énergie aux émotions pour s'opposer à vous en réaction, hein, c'est la loi d'action et réaction. Mais c'est vous aussi, évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, vous alimentez l'énergie pour pousser contre vos émotions, mais vous alimentez aussi l'énergie pour rendre vos émotions plus fortes et pour faire en sorte que vos émotions soient encore plus difficiles à contenir. Et donc, c'est un cercle vicieux que vous faites avec vous-même, mais où le fournisseur d'énergie, dans les deux cas, dans les deux côtés, c'est vous. Ce qui fait que, à force de lutter contre vos émotions, vous allez vous épuiser. Donc ça, je dirais que c'est la deuxième conséquence que j'ai observée chez beaucoup de participants et chez moi-même, c'est que chaque fois que je suis en conflit avec quelqu'un, mais que je n'ai pas l'occasion d'exprimer mes émotions tout de suite parce que la personne est inaccessible, parce que le conflit s'est passé par courriel et j'ai pas eu l'occasion de prendre tout de suite mon téléphone pour parler avec cette personne, etc. Eh bien,
c'est systématique. Je me rends compte qu'il me faut minimum 2 heures de plus par nuit pour me réveiller en étant reposé. 2 heures, c'est-à-dire que au lieu de dormir 5h30, 6 heures comme je le fais habituellement depuis plus de 30 ans, eh bien boum, mes besoins de sommeil basculent à 8 heures, 8h30, parfois 9 heures. Et dès que j'ai pu exprimer mes émotions à la personne avec qui je suis en conflit, mes besoins de sommeil reviennent de façon tout à fait naturelle à 5h30, 6 heures par nuit. Donc, si vous avez besoin de beaucoup d'heures de sommeil et si vous vous réveillez avec votre réveil en étant fatigué, c'est peut-être aussi un indice que certaines de vos émotions, eh bien, vous ne leur permettez pas de s'exprimer. Bien. Voyez, déjà, rien que ces 2 choses-là devraient vous motiver à vous décider, quoi qu'il arrive, même si vous prenez des risques sur le plan relationnel, ça devrait vous motiver à apprendre cette habitude d'exprimer vos émotions. Troisième conséquence, évidemment, c'est que à force de lutter contre votre émotion, à force d'être en hypertension, etc., à un moment donné, vous allez risquer le burn-out. Et vous allez me dire, ouais, mais enfin, le burn-out, ça peut être autre chose, ça peut être un épuisement professionnel, ça peut être le fait qu'on va trop loin. Ouais, oui et non. Parce que, vous savez, il y a une étude que j'avais lue il y a une quinzaine d'années qui m'avait beaucoup fait réfléchir, et cette étude disait ceci, c'est que les maladies professionnelles, les gens qui sont en burn-out, les gens qui sont en dépression, les gens qui sont malades tout simplement et qui donc sont absents de leur travail pour cause de maladie, eh bien majoritairement, très très majoritairement, on les retrouve dans la catégorie des salariés et des cadres. On ne les retrouve pas, curieusement, dans la catégorie des dirigeants d'entreprise, on ne les retrouve pas dans la catégorie des travailleurs autonomes, des travailleurs en profession libérale, donc les gens qui sont indépendants. Et on peut se demander, mais comment ça se fait que les dirigeants, les travailleurs autonomes, les artisans, les gens qui sont en profession libérale, ce sont des gens qui font des 60-70 heures par semaine faciles. Voyez, personnellement, moi, écoutez, je suis entrepreneur depuis 1986. La moyenne des heures de travail que je fais depuis 1986, c'est à peu près, en moyenne, 60 à 65 heures par semaine. Je travaille 60 à 65 heures par semaine. Et pourtant, je ne suis quasiment jamais tombé malade depuis 30 ans. Donc, comment est-ce qu'on explique ça? Eh bien, l'explication, elle est assez simple. C'est que je n'ai personne au-dessus de ma tête pour me faire chier. D'accord ? Pour le dire de façon très plate. C'est-à-dire que je suis maître de ma destinée. Je suis maître de ma vie. Alors, même si je peux vivre des angoisses terribles chaque fois que mon compte en banque dégringole, ou lorsque je perds des contrats, ou lorsque j'ai une opération commerciale qui marche beaucoup moins bien. Vous savez, j'ai frôlé la faillite à plusieurs reprises dans ma carrière en tant qu'entrepreneur. Je n'ai pas de sécurité d'emploi. Si je fais un accident ou si je suis handicapé, eh bien, je ne sais pas comment je ferai pour vivre parce que je n'ai pas de retraite, je n'ai pas d'assurance maladie, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, je suis dans une grande insécurité sur le plan matériel. Et pourtant, je ne changerai d'abord pas ma place pour qui que ce soit d'autre. Si vous saviez le nombre d'entreprises qui m'ont proposé d'être responsable des ressources humaines ou responsable de la formation ou directeur de la formation dans leur entreprise à l'époque où j'intervenais comme consultant, écoutez, je ne les compte pas, j'ai pas assez des doigts de ma main pour compter le nombre de propositions fermes que j'ai eues de la part de mes clients. Et pourtant, il m'a pas fallu 2 secondes pour répondre non, parce que je ne voulais pas avoir quelqu'un au-dessus de ma tête. Parce que lorsque vous avez quelqu'un au-dessus de votre tête qui vous impose, j'en avale de travers d'ailleurs rien qu'à l'idée, qui vous impose de faire des choses, qui vous donne des objectifs alors qu'on ne vous donne pas nécessairement toujours les moyens, et que vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez et ce que vous ressentez vis-à-vis de votre hiérarchie, eh bien vous allez contenir jour après jour vos émotions parce que vous avez peur de perdre votre travail. Et en même temps, ça va créer un stress de plus en plus grand parce que vous travaillez dans des circonstances dans lesquelles on ne vous donne pas les moyens nécessairement, les moyens humains, les moyens matériels, les moyens en termes de ressources informatives, etc., pour atteindre vos objectifs. C'est-à-dire qu'on vous met dans un
double bind, dans une double contrainte, qui fait que finalement, vous allez finir par faire un burn-out. Pourquoi? Parce que c'est la seule manière dont vous pouvez sortir de ce piège. Donc, vous n'exprimez pas vos émotions parce que vous avez peur de la hiérarchie. Et donc, on comprend beaucoup mieux pourquoi beaucoup plus de salariés et de cadres font des burn-out que des travailleurs autonomes, alors que ces travailleurs autonomes passent plus d'heures par semaine à faire leur travail. Mais en termes de stress, ce n'est pas du tout le même stress. Oui, j'ai du stress dans mon activité professionnelle parce que j'ai plus d'une dizaine de personnes autour de moi au niveau de mon équipe rapprochée. Je suis en interaction régulière avec 55 personnes qui sont des sous-traitants de mes différentes sociétés. Donc, écoutez, j'ai un stress, je dois atteindre des objectifs, j'ai des grosses factures à payer à la fin de chaque mois, mais c'est pas du tout le même stress. Quand je n'ai plus envie de travailler avec un sous-traitant, je l'envoie balader, vous voyez? Et c'est une liberté qui fait que je ne risque pas, probablement, en tout cas, je reste modeste, je ne risque probablement pas le burn-out, en tout cas je le risque beaucoup moins que les travailleurs salariés et les cadres. Dernière conséquence préjudiciable que vous pouvez vivre en n'exprimant pas vos émotions, c'est le fait de somatiser. C'est-à-dire que, bon, ça c'est un phénomène assez connu également quand on étudie ces phénomènes, c'est que, vous savez, pour moi, l'émotion a toujours un support biologique. On ressent les émotions à travers notre ventre, on ressent les émotions parce qu'il y a des cascades de neurotransmetteurs qui font qu'à un moment donné, on va ressentir la joie, la tristesse, etc. Mais tout ça, ça peut se traduire en termes bio-neurologiques, si vous voulez, ou neurobiologiques. Donc, à un moment donné, quand les émotions ne parviennent plus à vous prévenir que vous êtes en danger parce que vous êtes en déséquilibre, c'est là qu'à ce moment-là, il y a un mécanisme qui se fait au niveau de votre corps et qui va décider que maintenant, vous allez être averti à travers des symptômes physiques. Donc, vous allez somatiser le déséquilibre dont vous auriez été prévenu simplement si vous aviez tout de suite écouté vos émotions et si vous leur aviez permis de s'exprimer. Et ces somatisations peuvent aller de la simple éruption cutanée, de l'ulcère à l'estomac, ou simplement des reflux gastriques, etc. Donc des choses aussi simples que ça, jusqu'à et y compris le déclenchement de maladies dégénératives ou de maladies graves comme le cancer, comme différentes formes de cancer, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport au déclenchement des cancers liés à des causes psycho-émotionnelles ou somato-émotionnelles, ça j'y reviendrai dans d'autres vidéos, mais retenez que c'est le risque que vous courez, ultimement, lorsque vous n'exprimez pas vos émotions, c'est d'aller jusqu'à la somatisation parce que c'est le dernier recours dont votre corps dispose pour vous prévenir que vous êtes en déséquilibre. Bon, j'espère avec tout ça, avec ce tableau qui est assez sombre, que je vous ai donc motivé à exprimer vos émotions. Maintenant, j'ai encore deux choses à vous dire. Exprimer vos émotions, c'est quoi? C'est simplement pouvoir le dire en mots, ça ce serait l'idéal, mais si vous ne parvenez pas à le dire en mots parce que vous ne l'avez pas appris, je dirais, inscrivez-vous à une formation pour apprendre à exprimer vos émotions. On vous a appris depuis des dizaines d'années à exprimer vos émotions au je, et à dire plutôt « je suis en colère, je suis fâché, je ne suis pas satisfait », plutôt que dire « tu m'emmerdes ». Je dirais que relationnellement, ça fait moins de dégâts et il y a moins de choses à récupérer, même si peut-être ça fait quand même le travail de laisser s'exprimer les émotions. Cela dit, je me suis rendu compte à l'expérience que dire « je suis en colère », ça me libère davantage que quand je dis à quelqu'un « tu m'emmerdes ». Bon, donc ça c'est une des choses que vous pouvez déjà faire. Deuxième chose, c'est que vous n'avez pas nécessairement toujours la possibilité d'exprimer vos émotions parce que les circonstances
circonstances, le contexte ne le permet pas. En pleine réunion, vous ne pouvez pas interrompre une réunion. Hein. Admettons que vous êtes à une réunion de parents, il y a 50 parents dans la salle, et puis tout à coup, boum, il y a quelque chose que le directeur est en train de dire, et ça vous fait bouillir. Vous ne pouvez pas dire, monsieur le directeur, franchement, je suis très choqué de ce que vous êtes en train de dire. Vous ne pouvez pas le faire tout de suite, en tout cas. Bien, mais vous pourriez déjà vous laisser traverser par l'émotion, c'est-à-dire accueillir l'émotion sans y résister. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, allez, l'image que je vais vous donner, c'est un peu comme lorsque vous devez éternuer. Il y a plein de gens à qui on a appris que pour éternuer, ils devaient faire comme ceci. Et moi, je suis toujours horrifié de voir cette façon de faire parce que vous risquez un décollement de la plèvre. Et puis, de toute façon, si vous devez éternuer, c'est parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'évacuer quelque chose. Donc, du coup, je me suis bouché les oreilles en faisant ça. Mais donc, laissez les choses s'exprimer. Donc, repensez à ce que je viens de vous dire. Laissez-vous traverser par les émotions. Vous êtes triste, eh bien, laissez les larmes couler. Vous avez peur, laissez les tremblements se passer, c'est-à-dire ne résistez plus à vos émotions. Et dernière petite chose que je voudrais vous dire, mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo, c'est, rappelez-vous d'une seule chose, c'est que quand vous allez exprimer vos émotions, vous ne le faites pas, écoutez bien ça, vous ne le faites pas pour être entendu par l'autre. Vous ne le faites pas pour être compris par l'autre. Ça, c'est un grand piège et qui n'est pas assez mis en évidence, mis en lumière par les différentes théories de communication qui existent sur le marché. On ne vous dit pas assez qu'en fait, dire « je suis en colère », ça ne sert pas en premier chef à être entendu par l'autre, ça sert surtout à permettre à vos émotions de s'exprimer pour que vous retrouviez l'équilibre au niveau de votre pression interne.